Le combat entre Nick Diaz et Vicente Luque est reporté pour des problèmes administratifs. Et oui, nous sommes le lundi 22 juillet 2024 et comme à chaque fois, j'ai fait le tour d'internet et des réseaux sociaux pour vous préparer ce journal d'actualité sur le MMA. On discutera de l'UFC 304 qui aura lieu ce week-end, mais aussi des événements du week-end passé. On passera en revue toute l'actualité du jour et on terminera par vos commentaires dans la Minute Auditeur. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et on commence tout de suite avec l'UFC 304 qui aura lieu ce week-end à Manchester en Angleterre. Et d'après Curtis Blade, Aspinall sera un adversaire bien plus dangereux que Jon Jones, tout simplement parce qu'il est plus jeune. Et il se justifie en disant que lui aussi dans 5 ans sera moins bon qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc le test Aspinall serait pour lui plus compliqué que le test Jon Jones. Concernant les points forts de son adversaire, il estime qu'Aspinall est très agressif et que c'est un gros avantage chez les poids lourds. On lui a aussi demandé s'il considérait Aspinall comme un gros frappeur, puisqu'on le sait, lui, il n'a perdu contre des très gros frappeurs. Ngannou, Pavlovich, Derrick Lewis. Et il répond, il dit quelque chose de très intelligent. Il dit, je pense pas que ce soit un gros frappeur au sens pur du terme, mais il va tellement vite que sa vitesse en fait un frappeur redoutable. Je suis entièrement d'accord avec lui. On entend souvent dire, la puissance vient avec la vitesse. Et ben, je pense qu'Aspinall, c'est une très belle représentation de ça. Le journaliste lui fait aussi une remarque assez intéressante, puisqu'il dit avoir l'impression que son nom n'est jamais cité parmi les prétendants à la ceinture, à l'inverse d'un Cyril Gane, d'un Pavlovich, etc. Et il répond qu'il ressent ça lui aussi, surtout depuis sa défaite contre Derrick Lewis, combat qu'il pensait pourtant dominer jusque-là, mais il a fait une erreur, et ça il le dit toujours. La moindre erreur chez les poids lourds, à se paye cash, et moi je l'ai payé cash. Moi personnellement je suis d'accord avec le journaliste. Je l'ai souvent vu comme un gars qui pouvait prendre la ceinture tellement sa lutte était bonne. Son pied-point n'est pas mauvais non plus, on le sous-estime souvent. On l'avait vu dans le premier combat contre Aspinall notamment, même si ça n'a pas duré longtemps. J'en reparlerai plus tard dans la semaine, dans un autre épisode. Et pour conclure, on lui demande s'il ressent une certaine pression à combattre à l'extérieur et s'il pense qu'une victoire contre Aspinall, donc il s'emparerait de la ceinture intérim des poids lourds, lui donnerait son ticket pour affronter Jon Jones. Alors concernant la pression de combattre chez l'ennemi, il dit qu'il a déjà connu ça, notamment contre Mark Hunt quand il avait été de l'affronter en Australie. Mark Hunt est une icône là-bas, donc on ne peut que lui donner raison. Et il ne voit pas Jon Jones s'éterniser chez les poids lourds. Il pense que Jon Jones va affronter Miocic et va partir ensuite. Il dit voilà, Jon Jones, il n'a pas besoin de se refaire une légende, c'est déjà une légende. Moi, je le vois gagner ce combat et puis partir ensuite. Donc ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Paddy Pimblett qui sera aussi sur la carte, lui, il trouve ridicule que la main card débute à 4h du matin. Il estime que ça avantage les combattants américains. On lui a demandé si du coup il s'était adapté pour ça, si s'était entraîné en pleine nuit ou des choses de ce genre-là. Il dit non, moi j'ai pas adapté mon entraînement. Peut-être que pendant la semaine du combat, je vais me faire une session de grappling en pleine nuit, mais c'est même pas sûr. Moi, mon dernier sparring, c'est toujours 10 jours avant le jour du combat. Donc j'ai pas fait de sparring en pleine nuit, ça va pas arriver. Puis de toute façon, je suis convaincu qu'avec l'adrénaline, je vais quand même être fatigué. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je sais pas. Paddy Pimblett, il a ce côté toujours un peu nonchalant, on le sait, avec ses grosses prises de poids entre les camps d'entraînement. Est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Est-ce que ça aurait valu le coup de le faire? Faudrait demander aux autres combattants de la carte, les Aspinall, Leon Edwards, ce que eux ont fait, puisqu'ils vivent en Angleterre à l'année. Ça serait intéressant de le savoir. Il est aussi devenu père de ses premiers enfants il y a quelques mois, puisqu'il a eu des jumeaux, et forcément la question se pose à savoir est-ce que sa vie et surtout son sommeil sont impactés. Il a répondu que ça changeait rien du tout, que c'était même pas une question, que tout allait très bien, et que ça n'avait pas du tout impacté son camp d'entraînement. Il a aussi eu un mot pour le traitement qu'il reçoit de la part des autres combattants et de certains fans. Il dit qu'il est très sous-estimé et qu'il le sait, que la plupart des combattants parlent de lui seulement pour lui prendre sa hype. Il le dit, je suis plus suivi que certains champions UFC, donc les mecs veulent parler de moi pour se faire connaître. Il sait aussi qu'il est très critiqué pour ses derniers combats, notamment le fait qu'il n'a pas réussi à terminer Tony Ferguson. Mais il dit, mais attendez, sur les dernières défaites de Tony Ferguson, dites-moi combien de mecs ont réussi à le finir, pas tant que ça, et c'était pas n'importe qui. Et pour son combat d'avant encore contre Gordon, il dit, ouais, c'était serré, c'était pas du vol, il aurait pu gagner, j'ai gagné. C'était pas un vol, mais tout le monde sous-estime Gordon, je peux vous dire que c'est un sacré adversaire. Bon, on pourrait lui répondre que si tu n'arrives pas à passer Gordon, ça va être compliqué pour la suite, mais ça, comme je le dis toujours, c'est l'avenir qui nous le dira. Et il est aussi bien conscient que son grappling est supérieur à sa boxe, mais a assuré qu'il travaillait énormément là-dessus. Il dit, moi je suis pas le genre de mec qui rentre dans un combat et qui tout de suite vient chercher le takedown, j'aime bien boxer un petit peu avant, donc je progresse là-dessus. Et enfin, concernant un sujet qui revient toujours, c'est-à-dire sa diète de non-sportif entre les camps d'entraînement,
Je rappelle qu'il est connu pour prendre énormément de poids et déjà 2 jours, 3 jours après son combat, tu vois, il a les joues énormes et puis les semaines qui suivent, c'est vraiment dingue. Il y a beaucoup de combattants, notamment Bisping qui a dit qu'il voyait pas comment il pouvait continuer comme ça, surtout en prenant de l'âge. Je crois que Pimblet, il approche des 30 ans s'il les a pas déjà eu. Donc il va falloir faire un petit peu attention. Lui, il explique qu'il mange ce qu'il veut, que ce que pensent les gens, il en a rien à faire, que c'est des gens qui n'y connaissent rien, qui sont dans leur canapé. Bon, concernant Bisping, je pense pas qu'on peut en dire autant. Et puis pour clôturer le débat, il dit de toute façon, j'ai toujours fait le poids à l'UFC, donc il n'y a rien à me reprocher. C'est vrai, il faudrait mieux qu'il fasse le poids ce week-end du coup, parce que sinon il va en entendre parler. Pour sortir un peu de cette UFC 304, un petit mot de Chris Curtis qui expliquait qu'il aimerait combattre Paulo Costa. Et dit, je pense que ce serait un combat plutôt fun pour les spectateurs, et puis ça me permettrait d'entrer dans le top 10. C'est pas faux, Paulo Costa, malheureusement, c'est pas ça, depuis plusieurs combats pour lui, c'est compliqué, ça reste un gros nom, l'UFC l'aime bien. Battre Paulo Costa pour Chris Curtis, je pense que ça serait une belle opportunité pour lui. Et puis, est-ce que le combat serait fun? Je sais pas. Chris Curtis, je suis pas forcément fan de lui. Paulo Costa, ça fait un petit moment que dans la cage, il est assez décevant. Il y a toujours ce physique impressionnant. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Je suis pas comme un fou sur ce combat-là. Lors du dernier épisode, la semaine dernière, je vous disais que les paris étaient ouverts pour savoir qui Dustin Poirier allait affronter pour son retour, si on peut parler de retour. Il a annoncé sa retraite, et puis quelques semaines après, il disait qu'en fait, il voulait recombattre. Eh bien, il y a que John Anik, le commentateur, qui lui a demandé est-ce que tu penses que ton adversaire se trouve dans les noms que je vais te citer? Donc, il a dit Ned Diaz, Conor McGregor, Alexander Volkanovski, Justin Gaethje, Max Holloway, Charles Oliveira et Colby Covington. Et Dustin Poirier a dit ouais, c'est sûr que ce sera un de ces gars-là. Donc s'il va prendre Colby Covington, ce sera sûrement chez les poids welter, donc une montée chez les poids welter. Ned Diaz, si Ned Diaz revient à l'UFC, pourquoi pas. Et puis bon, les autres aussi. Bon, Alexander Volkanovski, j'y crois pas trop, mais écoutez, on peut toujours être surpris. Un peu dans le week-end, c'était samedi, j'allais dire un peu plus tôt peut-être cette semaine, mais non, on est que lundi. Aljamain Sterling a posté une vidéo, une série de photos plutôt sur les réseaux sociaux, où il disait qu'à l'UFC 307, et il allait voler le 0 de quelqu'un. Donc ça veut dire qu'il allait affronter quelqu'un d'invaincu, qu'il allait le battre. Et il y a Movsar Evloev qui a mis un commentaire en disant ouais, vu que tu avais la main qui tremble sur la photo, je pense que c'est moi que tu vas affronter. Et puis quelques instants après, la nouvelle est tombée, Movsar Evloev et Aljamain Sterling vont s'affronter le 5 octobre à l'UFC 307. Donc Movsar Evloev, il est sur un 18-0, très bon grappleur, tout comme Aljamain Sterling, lui ancien champion des poids Batam, il est monté d'une catégorie, je le rappelle. Ça va être super intéressant, on va voir comment Sterling s'en sort. Est-ce que c'est toujours le grand Sterling qui a été champion? Je ne sais pas, mais le test va être de taille pour les deux, surtout si Sterling arrive très bien préparé pour Evloev. Ça peut être une belle étape dans sa carrière. La grosse nouvelle aussi du week-end, c'est que le combat entre Nick Diaz et Vicente Luque est pas annulé mais reporté. Voilà, il y a eu des problèmes administratifs dans les documents de voyage et sûrement dans les visas pour arriver à Abu Dhabi pour Nick Diaz. Le combat est donc reporté et c'est Sharapoutin Magomedov qui va affronter Oleg Juk. Alors je crois que ça c'est un combat qui avait déjà été discuté il y a quelques mois, qui n'avait pas eu lieu, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas pour Magomedov, je suis assez satisfait parce que ces derniers combats n'ont pas été très concluants dans l'octogone, même s'il a gagné, on nous l'avait annoncé comme un tueur, un mec qui arrivait, qui allait mettre KO tout le monde, on a vu beaucoup de failles dans son jeu, en plus il n'a pas été si actif que ça, on pensait qu'il allait beaucoup combattre. Mais s'il combat là au mois d'août, c'est prévu pour le 3 août, c'est-à-dire qu'il aura combattu 3 fois en un an. Je crois que son premier combat c'était en octobre à Abu Dhabi, il a recombattu là en Arabie Saoudite. Donc finalement c'est pas plus mal. Puis ça prouve qu'il est prêt à prendre des combats au pied levé. Voilà, il est pas trop calculateur et c'est ce dont il a besoin. Il faut qu'il assume un peu tout ce qu'il dit, qu'il est le meilleur, etc. Faut qu'il le prouve. Donc je suis assez content de le voir prendre ce combat. On a une autre rumeur de combat, c'est que Shavkat Rakhmonov pourrait affronter Ian Gary. Alors en tout cas, rien d'officiel, mais c'est Ian Gary qui l'a teasé sur ses réseaux sociaux en postant une photo, un montage photo bien sûr, des deux face à face. Ça serait pour la fin de l'année, il demande le combat pour le mois de décembre. Je suis ravi si ce combat a lieu. C'est deux jeunes prospects, deux mecs qu'on voit peut-être prendre la ceinture un jour. Surtout Rakhmonov, Ian Gary, on a encore des questions, mais son dernier combat contre MVP était très bon. Si les deux pouvaient s'affronter, ce serait vraiment énorme. Et là, on verrait que les élites ne s'évitent pas dans cette catégorie, ou en tout cas les jeunes prospects. Ce week-end, c'était l'UFC 284, excusez-moi, l'UFC Vegas 84. Je ne vais pas m'attarder dessus, juste un petit résumé. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir le premier combat de la main card entre Amil et Lee. C'est un combat express, un échange de crochets d'une violence rare. Je vous recommande d'aller voir. Ensuite, on a eu le combat entre Choi et Algeo. J'ai bien aimé la façon qu'a eu Choi de renverser la vapeur parce que Algeo avait vraiment dominé le premier round. On a vu que par contre, le rythme a baissé au deuxième round, c'était hallucinant.
Et puis Choi a su s'adapter parce qu'il essayait beaucoup de faire cette guillotine sautée. Plusieurs fois, il a attrapé au clinch Algeo. Il avait une sorte de guillotine, il envoyait les coups de genou à la tête et d'un seul coup, il se jetait sur le dos pour aller chercher la guillotine. Et bah au deuxième round, il a vu que ça fonctionnait pas. Donc quand il y a eu une phase un peu de clinch, il a pas cherché à l'amener au sol. Et puis juste après, il a envoyé un magnifique crochet avant que Algeo n'a pas vu. On a senti qu'Algeo n'a pas du tout aimé ça, il a commencé un peu à danser, hein, et puis après c'est ce qui a amené le chaos qui a suivi quelques secondes après. Franchement, félicitations à Choi parce que c'était pas gagné. Et puis on a eu un autre magnifique retour entre Durden et Silva, c'était le combat juste après. Beaucoup d'activité au premier round, un rythme de dingue, 100% debout, dominé par Durden selon moi. Le deuxième round recommençait pareil, mais cette fois-ci au sol, avec Durden qui dominait, qui avait la position dominante, etc. Et puis d'un seul coup, Silva se relève, il envoie un uppercut d'une puissance. J'ai rarement vu ça, et puis il le finit sur un grand pound magnifique. Alors là, autant le retournement de situation pour Choi n'était pas très prévisible, autant celui pour Silva était totalement imprévisible. J'ai beaucoup aimé. Et puis on avait ensuite Olobo contre Krzyzewski, vous m'excuserez pour la prononciation. Une magnifique guerre. Olobo aurait sûrement pu finir dans le deuxième round s'il n'avait pas cherché le takedown. Il avait touché, je ne sais pas ce qu'il a fait, l'autre était debout contre la cage. Je pense qu'il n'a pas été lucide ou qu'il n'avait plus de jus, qu'il s'est dit bon allez je vais venir l'accrocher, j'ai gagné le round, je vais assurer la fin du round parce qu'en face ça frappait fort, il aurait aussi pu se faire contrer, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas c'était un beau combat, c'était une guerre, il n'y a pas eu de KO, on a été à la décision mais c'était très très beau à suivre. Puis je suis contente pour Olobo qui est vraiment ce qu'on pourrait appeler voilà, un mec qui allait dans l'ongle, il a beaucoup galéré dans sa carrière, il a fait l'Ultimate Fighter, il est parti, il est revenu. J'aime bien ce combattant-là, il met toujours du cœur dans ses combats, mais parfois il manque le petit quelque chose, peut-être un peu de talent, peut-être l'encadrement qui n'est pas idéal, je sais pas, je sais qu'il a son propre club, il a son propre gym, il donne des cours pour survivre, hein, c'est pas un mec qui gagne des millions, donc quand un gars comme ça peut gagner, je suis très satisfait. Ensuite, on avait un autre Choi sur la carte qui a affronté Garcia. Et là, ça n'a pas été long non plus. Il y a eu un bel échange debout. J'ai trouvé le combat un peu moins bien, mais on a eu un beau KO, donc c'est passé. Et puis le main event, hein, Lemos contre Jandiroba. Bon, bah là, magnifique récital. Alors, Jandiroba debout, c'est pas terrible. Par contre, au sol, c'est très très fort. Les transitions sont magnifiques. Je sais pas si elle prendra la ceinture un jour, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Un petit mot quand même de ce qui s'est passé ce week-end, parce que l'UFC, bon, sur le papier, c'était pas censé être génial, on a eu une super carte, et puis ce qui a pris beaucoup de place sur les réseaux sociaux, j'en parle juste rapidement, c'est le combat entre Mike Perry et Jake Paul, combat en boxe anglaise. Petite chose drôle, regardez l'image que je diffuse à l'écran. Mike Perry est arrivé avec ce collier, donc on voit la tête de Jake Paul qui prend un coup de poing. J'ai trouvé ça très très drôle. Et puis Mike Perry s'est incliné par KO. J'ai pas vu le combat, je vais être honnête, ça m'intéresse pas spécialement. Je l'ai dit dans mes anciennes vidéos, Jake Paul, je respecte quand même un minimum parce qu'il est venu dans la boxe anglaise, il sortait de nulle part, beaucoup critiqué. Et il gagne quand même ses combats, on a beau dire ce qu'on veut. Alors Conor McGregor, j'en parlais vendredi, qui est devenu actionnaire du Bare Knuckle, il nous disait que Mike Perry c'était une légende, qu'il allait affronter Jake Paul, que personne ne pouvait dénier en gros le Bare Knuckle. Là Mike Perry a perdu, il a tweeté « Hey Mike, en gros t'es viré ». Voilà, t'es viré, t'as perdu, t'es viré. Et puis pour Jake Paul, il a dit qu'en gros c'était un mec qui était arrivé avec une énorme différence de poids, qu'il était dopé comme pas possible, qu'il pourrait jamais combattre à Las Vegas parce que la commission fait beaucoup trop de tests, et que en gros, voilà, il avait aucun respect pour lui, c'est du signé Conor McGregor. Et puis Jake Paul, alors là, truc de dingue, il a dit à Pereira après le combat, moi je sais que tu veux venir boxer, bah vas-y, viens, une fois que je me serai occupé de Mike Tyson, je vais m'occuper de toi. Et puis on a Alex Pereira qui lui a répondu, ouais, vas-y, let's go. Franchement, j'ai pas envie d'aller voir Alex Pereira aller affronter Jake Paul, même s'il prendra un gros billet, j'ai envie de voir Alex Pereira à l'UFC, et un point, c'est tout. On a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. On se reparlera dans la semaine, hein. Bien sûr, j'ai d'autres actualités, j'ai d'autres infos, j'ai écouté d'autres interviews, surtout sur l'UFC qui arrive à Manchester. Et tout de suite, on reprend les bonnes habitudes puisque c'est la minute auditeur. Je vais parler de vos messages, etc. Alors déjà, je voulais tous vous remercier, hein, parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous étiez très contents de mon retour. Ça m'a fait super plaisir. Je vous l'ai dit, ce ne sera pas une retour en quotidienne pour l'instant, je vais en faire le plus possible, mais on verra. Mais en tout cas, moi aussi, j'étais très content de reprendre le micro. Et il y a le Braque, hein, qui me dit, j'ai une question. Dernièrement, j'ai vu pas mal de cutman appuyer sous le nez d'un combattant avec le bout du doigt pendant les interrounds, quand ce dernier s'est pris un flash knockout en fin de round. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais impossible de trouver le pourquoi du comment sur Internet. Je suppose que c'est un moyen plus efficace de ramener un combattant qui est tombé dans les vapes. Et est-ce que tu en sais plus sur la question? J'en sais rien du tout, j'avais jamais entendu parler de ça avant. Peut-être, hein, peut-être que c'est ça, peut-être que... Je pense qu'il y a doit y avoir une raison à ça. Si quelqu'un le sait, bah mettez-le nous en commentaire et puis j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Sinon, il y a Adrien qui m'a dit trop hâte de voir Nassourdine Imavov, BSD, Kevin et Oumar à Paris, ce que ça va donner. Surtout pour Nassour et pour BSD, puisque Nassourdine doit, d'après toi, confirmer plutôt sa victoire que tu juges de très douteuse contre Canonnier. Ouais, moi je trouve qu'il y avait victoire, un Canonnier était sonné.
Il y avait match entre les deux. Moi, je pense pas qu'il y a scandale. Franchement, je pense qu'il l'avait touché. Mais bon, t'as raison. On va voir ce que ça va donner maintenant contre Allen. De toute façon, il faut continuer l'ascension jusqu'à la ceinture. Et puis BSD, comment il va revenir suite à sa défaite contre Poirier? Bah, quand tu reviens d'un KO, il y a toujours une interrogation. En plus, il a changé d'entraîneur, changé d'équipe. Alors là, il y a double interrogation. Et puis, j'ai moi aussi très hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que ça va bien se passer pour eux. Ensuite, il y a Jim. Ah oui, parce que vendredi, je vous parlais du boxeur Zhang Jilei, le chinois. Et j'ai dit en parlant, ouais, c'est un gars de la boxe anglaise, mais parce que j'en parle souvent dans mes anciennes vidéos. Mais oui, Zhang, c'est l'élite de la boxe anglaise. Hein. C'est un mec que moi, je donne dans le top 5. Il a fait des guerres en boxe anglaise. Et tu me dis, il est dans le top 5 mondial. Il a que 2 défaites, jamais été mis KO. Et il a gagné un duel de bourrinage contre Deontay Wilder. Certes, un Wilder clairement plus à son prime, mais Wilder quand même. Le gars, il s'est mangé des contres de Wilder et il n'a pas bronché. Alors s'il dit que Poatan peut mettre des KO lourds MMA, qui, il faut le dire, encaisse quand même un peu moins que les boxeurs, c'est qu'il le peut. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'avais pas justifié, mais oui, Zhang, c'est pas un simple boxeur comme ça, non, c'est l'élite. Et je pense qu'il sait de quoi il parle. Ensuite, j'ai Jim qui m'a dit, imaginez, Poirier revient et il prend Conor et Chandler attend encore son tour. Franchement, j'espère pas pour Chandler, mais ça me ferait quand même un petit peu rire. Mais j'espère vraiment pas pour Michael Chandler. Et puis ensuite, il y a Ted, je vais t'appeler Ted ou TZ, qui me dit il n'y aura jamais Ankalaev contre Pereira. Donc moi je t'ai répondu qu'en effet je pense pas que c'était le premier choix de l'UFC, parce que bon voilà, il trouve que l'UFC, j'ai l'impression qu'ils sont pas fans d'Ankalaev, hein, surtout suite à son combat contre Blachowicz. Et tu m'en parles juste après, tu me dis Blachowicz s'est battu contre Ankalaev à l'UFC 295, un main event pour la ceinture, combat éclaté, match nul, Dana White était vénère, sachant qu'après Pereira a démonté Blachowicz. Pourquoi il va se taper Ankalaev? Bon, déjà Pereira contre Blachowicz, c'était pas un combat qui était super non plus, personnellement je trouve. C'était le premier combat de Pereira dans la catégorie des lourds légers. J'avais pas été fan de ce combat, mais oui, Pereira a battu Blachowicz. Bah pourquoi il prendra Ankalaev? Parce qu'Ankalaev il est légitime, hein, il a battu tout le monde sinon. Depuis qu'il a fait ce match nul contre Blachowicz, il a battu tout le monde en Ankalaev. Donc moi je pense qu'il serait légitime, hein. Ce serait peut-être pas un truc super vendeur, mais ce serait logique et ce serait récompenser son travail. Ensuite, il y a Link qui me dit sur la carte de l'UFC Paris 3, en principe, il y aura aussi Morgan. Donc merci pour l'info. Si Nassourdine bat Brendan, il méritera un title shot ou un autre combat, puis après. Puis le title shot. Moi franchement j'y crois pas au title shot direct après Allen, il y a tellement de monde devant, il y a tellement de mecs en plus qui sont très médiatisés. Moi je pense qu'il aura besoin encore d'au moins 1 voire 2 combats, sauf s'il y a un short notice qui tombe et qui prend le risque d'y aller. Et puis tu me dis Poirier devrait s'arrêter là car il veut faire un dernier combat pour rester sur une dernière victoire, mais s'il perd ça lui ferait perdre un peu de sa legacy. Bah je suis entièrement d'accord avec toi, il n'affrontera jamais Gamrot, ils sont potes et se sont entraînés ensemble. Son combat contre Islam était magnifique. Oui, alors après, il affrontera jamais Gamrot, ok, j'étais pas forcément au courant, à part que si j'ai vu passer l'information, mais après oui, c'est vrai que ça entacherait sa legacy de perdre à Poirier, mais on sait ce qu'il a fait, on sait ce qu'il vaut. Moi je serais plus gêné, c'est de le voir prendre des coups qui servent à rien et puis de mal finir. Mais bon, on sait qu'il a été 3 fois challenger à la ceinture, mais en effet, une défaite, ça fait jamais plaisir. Ensuite, tu dis Conor McGregor fait traîner son contrat pour continuer d'engranger de l'argent, c'est pas faux, je pense. Il a raison, mais c'est un manque de respect pour ses fans, je trouve. À chaque fois qu'il annonce son retour, il y a toujours une excuse au bout et le combat ne se fait pas. Et pour Chandler reste bien classé alors qu'il ne combat plus. Il attend toujours Conor pour leur combat. Bah ça, ouais, malheureusement, ça bloque la catégorie. En tout cas, ça bloque Chandler, mais Chandler, je pense pas qu'il va non plus faire des dizaines de combats après. Et puis John Jones, en lutte et au sol, il reste numéro 1 sur ses compartiments. Poatan n'a aucune chance contre lui, en tout cas dans ces compartiments-là. En striking peut-être, et encore John Jones sait analyser les failles de ses futurs adversaires. Ah ouais, ce serait pas un combat facile pour Pereira. Si John Jones arrive préparé et qu'il va le mettre au sol rapidement, même debout, John Jones, il est pas mauvais, on l'a déjà vu. Debout, je mets quand même un avantage à Pereira, mais comme tu le dis, John Jones est toujours très intelligent dans sa préparation de combat. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!